Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 mars. Très heureux, même si mauvaise nouvelle pour les habitants des 63 communes du littoral concernées dans les Alpes-Maritimes. Troisième week-end de confinement, annonce faite à la mi-journée par le porte-parole du gouvernement. Jean Leonetti, maire d'Antibes, Jean Lépin, sera avec nous au début de ce Grand Direct, ainsi que le professeur Michel Carles, qui est le patron du service infectiologie au CHU de Nice. Nous nous intéresserons ensuite aux Bouches-du-Rhône avec notre invitée Martine Vassal, présidente du département, ainsi que de la métropole Aix-Marseille-Provence. Au sommaire, la crise sanitaire et la gestion de l'accueil des migrants isolés, polémique entre le département et la mairie de Marseille. Et puis enfin, ce chiffre édifiant, 1324 sans domicile fixe répertoriés à Nice. Un grand recensement a été mené à l'initiative notamment de l'association Solidarité 06 et du Secours populaire. Tania Jakic, la présidente de l'association, sera avec nous. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. On est donc reconfiné, en tout cas sur la Côte d'Azur. Les taux d'incidence baissent, mais ils ne sont pas encore suffisamment bas pour que nous échappions à ce confinement. On va regarder les chiffres ensemble avant de rejoindre Jean Leonetti. Où en est-on dans les Alpes-Maritimes au niveau du taux d'incidence ? 481. Alors on est passé sous la barre des 600. La tension hospitalière est à 142% dans le département. Et sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, le taux d'incidence était passé en dessous des 500, il est légèrement remonté à 602. Voilà le diagnostic. Donc on est quand même très au-dessus de la moyenne nationale et du seuil d'alerte qui est placé à 250. Bonsoir Jean Leonetti, merci d'être avec nous en direct. Alors, vous étiez contre les premiers confinements du week-end, vous êtes maire d'Antibes, Jean Lépin, vous étiez contre le troisième. Malheureusement, voilà, le département va y avoir droit. Moi, je suis contre le confinement partiel parce que je sais que sur le plan sanitaire, et je ne suis pas le seul à le dire, dans le milieu médical, il a une efficacité extrêmement modeste, voire négative. Et par contre, il a une incidence familiale, sociale et économique qui est loin d'être négligeable. Donc, on était contre les deux premières, la troisième arrive, et le taux d'incidence, vous avez noté qu'il a commencé à décroître avant le premier confinement du week-end. Donc, la pandémie subit des variations. Et la seule chose qui cassera cette pandémie, c'est la vaccination massive. On a eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir des doses supplémentaires parce que le gouvernement les a débloquées pendant le week-end dernier. Malheureusement, aujourd'hui, on revient à peu près à un rythme de croisière qui ne permettra pas de casser complètement la courbe de l'incidence dans les jours et les semaines qui vont venir, alors que c'est le bon moyen, c'est le seul moyen pour se prémunir de la pandémie de la Covid. Alors on va revenir à la vaccination. Juste un mot sur le choix fait donc par le gouvernement. C'est pas le préfet des Alpes-Maritimes qui a annoncé cela, c'est le porte-parole du gouvernement. Pourquoi prennent-ils cette décision ? Les élus locaux, cette fois-ci, sont tous d'accord. Vous semblez indiquer en tant que médecin également que ça n'a pas vraiment d'efficacité. On verra avec le professeur Carles tout à l'heure ce qu'il en pense, mais au CHU de Nice, on n'était pas non plus très favorable à ce confinement. Alors pourquoi ? Le pourquoi, c'est d'essayer d'avoir une cohérence territoriale. C'est assez difficile pour le gouvernement, et vous avez raison de souligner que c'est une décision du gouvernement et pas du préfet des Alpes-Maritimes. C'est difficile pour le gouvernement d'expliquer qu'il y a 4 week-ends confinés au Pas-de-Calais et qu'il n'y a que 2 week-ends confinés dans les Alpes-Maritimes. Donc, je pense que la mesure n'est pas bonne, mais pour autant, c'est assez difficile de dire elle est pas bonne, mais elle est bonne, mais on la continue pas. Donc, comme le gouvernement continue à penser que la mesure a de l'intérêt, c'est logique qu'il continue à le faire ce week-end. Après, je me réjouis qu'enfin l'unanimité existe sur des choses qui sont évidentes. Oui, effectivement, le confinement partiel n'a qu'un effet partiel et même minime, alors qu'il a des conséquences d'acceptabilité et de mise en œuvre extrêmement complexes et extrêmement pénalisantes. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point, et je me réjouis que Christian Estrosi propose
comme je l'ai fait il y a 15 jours avec l'ensemble des maires de l'Ouest, qu'on puisse sortir non pas 1 heure, mais 3 heures pour s'aérer. Une famille qui est bloquée dans son appartement avec des enfants, il faut leur donner la possibilité de respirer. Et c'est bon sur le plan psychologique, bien sûr, mais c'est bon sur le plan sanitaire, parce que le virus, il contamine dans un univers clos. Si on est à l'air libre, il y a beaucoup moins de contamination. Donc, moi, je veux bien qu'on continue à mettre le masque à l'extérieur, sur le bord de la plage, si le préfet le souhaite. Mais de grâce, laissons sortir les gens, laissons-les vivre, parce que c'est très pénalisant pour une famille de rester confinée, de ne pas pouvoir faire ses courses avec des horaires qui sont limités, avec des périmètres qui sont limités. Jean Leonetti, vous rappeliez que le maire de Nice, Christian Estrosi, semble se ranger à la proposition que vous aviez faite de 3 heures de sortie. Qui va décider de cette jauge de 3 heures? C'est une proposition, vous l'aviez faite il y a quelque temps, mais qui va décider? C'est le préfet des Alpes-Maritimes qui va prendre cette décision ou c'est chaque maire? Non, j'aimerais bien que ce soit le préfet, puisque que ce ne soit pas le gouvernement. Parce que les mesures, malheureusement, on nous explique qu'elles sont localisées, mais en réalité, elles ne sont pas localisées. Le couvre-feu à 18h, qui est aussi une aberration, est venu sur l'ensemble du territoire à un moment donné. Et il était uniquement à Nice ou dans les Alpes-Maritimes dans un premier temps. Donc, je trouve que c'est dommage. Au moment où le préfet serait plutôt enclin à ne pas faire un confinement, au moment où l'ensemble des élus proposent la même chose, qu'on ne soit pas écouté. Et finalement, la concertation qui est prônée par le gouvernement, on a bien compris que c'était une information bienveillante. On nous parle gentiment, on nous explique ce qu'on va faire, mais en aucun cas unanime. Et je me réjouis que Christian Estrosi devienne contre le confinement partiel et favorable à 3 heures de sortie. Mais même quand on est tous ensemble, eh bien la réponse est non. Sur la vaccination, Jean Leonetti, vous disiez que ça s'est beaucoup accéléré durant ce week-end. Il y avait des doses. Vous estimez évidemment que la vaccination, c'est le seul rempart absolu contre cette épidémie. Mais est-ce que vous considérez que maintenant que les choses se calment un peu au niveau de la vaccination, c'était un coup de com' de la part du gouvernement ou bien comme on manque de doses, de toute façon, on ne pouvait pas tenir ce rythme? Non, ben c'est embêtant parce que appeler opération coup de poing. Une opération coup de poing en matière de sécurité, on peut accepter l'expression. Mais en matière sanitaire, on ne fait pas des opérations coup de poing. On vaccine massivement la population. Donc on a eu des doses et on nous a dit, est-ce que vous êtes capable, dans les Alpes-Maritimes, de les délivrer à l'ensemble de la population concernée? On a relevé ce défi. Et aujourd'hui, malheureusement, on revient au rythme d'avant. Et donc, ça n'est pas une vraie accélération, c'est encore une façon de faire du stop and go. Et dans ce domaine, on a bien vu, quand on a vacciné massivement pendant le week-end, la demande d'une partie des personnes, et cette demande, elle émane essentiellement des personnes qui ont une maladie, comorbidité, ou des personnes qui sont âgées, parce qu'ils savent qu'ils sont plus vulnérables devant la maladie. Jean Leonetti, vous êtes médecin de profession. Je voulais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on demande aux médecins, après les avoir un peu ignorés, de vacciner moins et de laisser les pharmaciens vacciner. C'est une façon pour le gouvernement de gérer la pénurie ou de monter deux professions un peu l'une contre l'autre? Je ne pense pas que le gouvernement cherche à monter une profession l'une contre l'autre, mais c'est encore une gestion aberrante. Au moment où les médecins commençaient à commander des doses à leurs pharmaciens, au moment où ils pouvaient commencer à nous aider dans la vaccination massive à grande échelle que l'on pouvait mettre en place, tout d'un coup, on leur enlève les doses, on les donne aux pharmaciens. Et le pire, c'est que pour aller se faire vacciner chez le pharmacien, il faut un certificat médical d'un médecin qui dit qu'on peut être vacciné. Vous voyez, pourquoi complexifier toujours les choses? Moi, je pense que les généralistes, ils étaient en train de se mettre à vacciner massivement leur population. Ils connaissent leurs malades, ils savent ceux qui sont les plus vulnérables, ils connaissent les personnes âgées. On aurait pu à ce moment-là faire une convergence d'efforts et faire en sorte qu'effectivement on franchisse un cap. Là, on a fait une fois de plus une situation qui est humiliante pour le corps médical et qui, en même temps, freine la volonté que nous avons de sortir rapidement de la crise, au moins à Pâques ou dans le mois d'avril.
Merci beaucoup Jean Leonetti, maire d'Antibes, Jean Lépin, pour cette première réaction ce soir au placement donc des Alpes-Maritimes et de son littoral en confinement pour un 3e week-end consécutif. Vous étiez avec Claudia Olivier. On va prendre l'avis d'un médecin, maintenant d'un infectiologue, le professeur Michel Carles, qui est patron du service infectiologie au CHU de Nice. Mais avant cela, ces petites réactions glanées dans les rues de Nice après l'annonce donc de ce 3e confinement. Marie Justo. Et un week-end de plus confiné, le confinement partiel qui touche le littoral azuréen est prolongé. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mercredi. Le taux d'incidence du département est passé sous la barre des 500 mais reste élevé, tout comme la tension hospitalière et son taux d'occupation de 140%. Nous vous avons donné la parole à Nice. J'en pense que c'est du grand n'importe quoi. Non, en vrai, je pense qu'il faudrait nous laisser un peu plus de liberté. On en a marre, confiné à 18h, on n'a plus vraiment de vie, on sort des études. Et on doit rentrer chez nous, faire les devoirs, on n'a plus le temps de voir nos potes et le week-end on n'a même plus le temps de sortir. C'est important que les gens fassent attention et respectent les autres. Donc le confinement est majeur dans la crise que nous passons actuellement. La semaine on sort pas, le week-end il commence à faire beau, on ne peut pas sortir non plus. Donc bon, c'est un peu lourd. On commence à en avoir un petit peu assez quand même, hein, parce que ça nous restreint quand même assez. C'est vrai qu'on en a un peu ras-le-bol, on a hâte de reprendre notre vie normale, mais bon, je pense qu'il faut encore tenir un peu bon. Toute la semaine on travaille et on n'a que le week-end pour aller un peu marcher, prendre l'air. Et là du coup on va se retrouver à la maison avec les enfants et c'est pas top. Voilà, difficile à vivre. Oui, c'est ce que disait Jean Leonetti, c'est le principe d'acceptabilité par les populations de ces mesures qui s'empilent, qui s'additionnent. On voit bien que la patience a ses limites et que le gouvernement devrait évidemment faire attention. Enfin, on n'a pas besoin de lui dire, parce qu'au bout d'un moment, si l'acceptabilité est égale à 0, ça veut dire que les gens ne respecteront plus aucun confinement ou aucun couvre-feu. Et là, évidemment, ce serait dramatique pour l'épidémie. Donc on est un peu sur la corde raide, Nicolas. On est entre des mesures qui s'additionnent, des populations, et on pourrait dire la même chose, qui supportent de moins en moins ces mesures, même si on peut penser qu'elles sont utiles, moins que la vaccination, mais utiles. Et puis, le fait qu'au bout d'un moment, on passe de l'autre côté et on n'accepte plus de se contraindre. Bonsoir, professeur Michel Carles. Merci d'être avec nous, chef du service infectiologie au CHU de Nice. Bon, la question qu'on a envie de vous poser, parce que vous êtes médecin et spécialiste, c'est est-ce que ce confinement est efficace et est-ce que vous comprenez qu'on enchaîne un 3e week-end ? Écoutez, je ne préjuge pas des décisions politiques qui sont prises. Sur le plan sanitaire, on n'a pas d'outils qui nous permettent de dire que des confinements intermittents et qui arrivent assez tardivement dans le développement d'une épidémie soient d'une efficacité extrêmement remarquable. Donc on n'a pas vraiment d'arguments pour l'affirmer. Bon, c'est beaucoup dit par plein de monde, mais on ne sait pas sur quels arguments. Et en tout cas, nous, on n'a pas d'éléments probant pour dire que cette approche-là est une efficacité significative sur le développement d'une épidémie qui, par ailleurs, est en termes d'incidence en train d'arriver pour l'instant, en tout cas, à un plateau. Et en tout cas, les problèmes pour nous sont ailleurs. Alors, où sont les problèmes, justement? Dites-nous, parce que vous l'avez dit, on arrive sur un plateau, donc les taux baissent. On a du mal à savoir si c'est véritablement une bonne nouvelle. Alors évidemment, il vaut mieux qu'ils baissent plutôt qu'ils montent, mais ils restent quand même assez élevés et les services de réanimation dans les Alpes-Maritimes sont pleins. Oui, la situation hospitalière n'est pas bonne, avec une surcharge importante sur les lits d'hospitalisation comme sur les lits de réanimation, avec le fait que l'incidence baisse, mais que le nombre d'admissions en réanimation continue à être à un niveau très très élevé, ce qui montre qu'il y a un découplage entre ce premier chiffre du taux d'incidence et la problématique des hospitalisations. Ça tient peut-être d'ailleurs à la diffusion qui est maintenant très très large du variant anglais dans la région et qui, pour un nombre de patients contaminés plus faible, entraîne derrière des contaminations importantes, avec un recours à des hospitalisations plus importantes. Et donc, ça, c'est les problèmes auxquels on est confronté. Alors, par rapport à ça, le confinement de week-end, on ne sait pas quel est l'intérêt
réelles que ça peut avoir. Donc vous dites, attention, ne pas trop se fier au taux d'incidence. Ce n'est pas le seul indicateur à prendre en compte quand on aborde la chose par le prisme sanitaire, ce qui est quand même le plus important. Concrètement, professeur, est-ce que vous préconisez des mesures particulières pour enrayer la circulation du virus ? Non, écoutez, ça maintenant, on dit les choses depuis des mois de la même façon. Les mesures barrières sont le meilleur moyen qu'on a, et il faut les appliquer de manière extrêmement importante. Et on sait que ce qui pose problème, c'est une circulation très intense des individus, et en particulier, on a toujours probablement un contrôle insatisfaisant d'entrée sur le territoire des Alpes-Maritimes, que ce soit au niveau frontalier ou que ce soit au niveau des aéroports. On sait que les concentrations en lieux fermés des personnes est aussi un élément très important de contamination, et on voit bien qu'il n'y a toujours pas de contrôle ou de jauge qui soit suffisamment respectée dans les lieux publics fermés comme les grandes surfaces. Par contre, laisser les gens évoluer en plein air, à condition que les mesures barrières soient respectées, ce n'est pas là que la problématique de la contamination se passe de manière significative. Professeur, vous disiez que pour vous, on met de côté évidemment la politique, mais l'avis médical, c'est de dire qu'un confinement du week-end ne sert pas à grand-chose. Donc vous diriez que le plateau sur lequel on est aujourd'hui, en termes d'épidémie, il est dû à la vaccination qui accélère, tant bien que mal, ou bien une sorte de saisonnalité du virus. Il fait plus chaud dans nos régions en ce moment et sur la Côte d'Azur. Écoutez, c'est certain qu'il y a une problématique avec le virus, la température et le degré d'hygrométrie qui a été pointé. On peut remarquer que l'incidence, et ça c'est les chiffres de Santé publique France, chez les plus de 75 ans est en baisse. Et probablement que la vaccination, mais aussi la large contamination de cette tranche de population permet de voir maintenant une certaine décroissance. Ce découplage entre l'incidence et le nombre de patients hospitalisés et aussi l'histoire naturelle de cette maladie, qui entre le moment où vous faites l'acquisition du virus et le moment où vous faites une maladie Covid est de l'ordre de 10 à 14 jours. Et donc il est normal que même si l'incidence plafonne, le nombre d'hospitalisations traduit en fait l'augmentation d'incidence qu'on a vue il y a 10 à 12 jours. Merci beaucoup en tout cas, professeur Michel Carles, c'était très clair. Ça a permis un peu d'avancer parce que voilà, on se pose nous en tant que citoyens beaucoup de questions. Je rappelle que vous êtes donc le chef du service infectiologie au CHU de Nice. À bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Avant de clore cette page consacrée stricto sensu à Nice, juste un commentaire, Eric. Bon, voilà, on a la vie politique et la vie médicale. On a quand même toujours du mal à comprendre la cohérence en fait, qui est poursuivie par le gouvernement. Oui, alors en même temps, il faut aussi admettre que nous, les commentateurs, on court aussi derrière des raisonnements. Souvenez-vous qu'on disait à un moment donné, mais comment se fait-il que le Conseil scientifique en impose au pouvoir politique ? Bon, depuis la sortie d'Emmanuel Macron sur sans doute qu'il n'y aura-t-il pas de reconfinement général, on s'est dit, le pouvoir politique s'exonère de l'avis des scientifiques. Et puis maintenant, quand on écoute par exemple le professeur Carles, on se dit mais c'est bien sûr, on comprend tous avec un certain bon sens que plus on est nombreux dans une pièce confinée, plus on a de chance évidemment de se transmettre le virus, et qu'au contraire, plus on pourrait sortir, et notamment le week-end quand on ne travaille pas, plus on se dit mais si on a un masque et qu'on a du gel sur les mains, on ne va rien transmettre du tout. Et on se dit mais alors pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de l'avis des scientifiques ? Bon voilà. Et puis je rajoute là-dessus, l'autre niveau, c'est le pouvoir central qui a décidé pour les pouvoirs locaux. Les pouvoirs locaux qui ont dit on veut davantage d'indépendance. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? On voit le porte-parole du gouvernement, visiblement, on ne sait pas si le préfet des Alpes-Maritimes était au courant, s'il a prévenu les maires concernés, qui décident d'un 3e confinement du week-end. Et patatras, on revient au pouvoir central. Ce qui était saisissant d'ailleurs dans la conférence de presse, le point presse après de Gabriel Attal, c'est qu'il ne l'a pas annoncé d'emblée. Il a fallu qu'une journaliste de BFM TV lui pose la question sur la suite des événements dans les Alpes-Maritimes.
Alpes-Maritimes pour qu'il annonce la nouvelle. Ce qui est quand même assez particulier. On aurait pu penser que dans son propos liminaire, il allait annoncer la couleur. Avant de rejoindre Patrick Roger pour parler d'un tout autre sujet, petit reportage là-dessus justement. Certaines communes évidemment limitrophes avec la zone de confinement sont toujours très mécontentes. Et puis on est allé également dans le quartier de l'Ariane où le taux d'incidence et de circulation du virus à Nice est toujours très fort. Claudia Olivier. Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes est repassé sous la barre des 500 depuis quelques jours, mais la tension hospitalière n'a jamais été aussi forte. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a donc annoncé un nouveau confinement ce week-end pour le littoral, une décision que ne comprennent pas les maires concernés, comme par exemple Bertrand Gaziglia, maire de Tourette-le-Vins. C'est toujours difficile à comprendre. Nous sommes dans un village qui est rural, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup de lieux de promenade, beaucoup de possibilités pour les gens de s'aérer. On va ce week-end à nouveau les contraindre à rester enfermés chez eux. Voilà, ça me paraît pas être une solution qui soit vraiment satisfaisante pour lutter contre la pandémie. À Nice, si la circulation du virus est globalement moins rapide, dans le quartier de l'Ariane, le taux de positivité est toujours de 20%. Pour cet infirmier libéral, le confinement le week-end n'est pas la bonne solution. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce qu'au contraire, les gens restent entre eux. Si à l'intérieur de ces personnes-là, il y a des gens positifs, ça va un petit peu accentuer, à mon avis, les taux de positivité. Et puis je pense que les gens en ont assez aussi de vivre toujours confinés et que je pense qu'il y a une vaccination qui va commencer peut-être à avoir son effet et en tout cas je l'espère. Après avoir encouragé l'instauration du confinement les 2 week-ends derniers, le maire de Nice n'était cette fois-ci pas favorable au prolongement de cette mesure. Christian Estrosi demande également que le temps de sortie autorisé passe de 1 heure à 3 heures. De son côté, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, campe sur sa position. Seule la vaccination massive permettra de faire chuter la circulation de la Covid-19 sur la Côte d'Azur. Voilà, on est donc toujours dans ce problème à la fois de gestion politique, de gestion... Mais je retiens quand même l'argument de Jean Leonetti tout à l'heure, qui est monté jusqu'à mon cerveau depuis, quand il dit si on avait imposé juste 2 week-ends de confinement aux Alpes-Maritimes, alors qu'on en impose 4, par exemple, à Dunkerque et dans le Nord, on se serait dit, mais pourquoi est-ce que nous on en a 4 et eux en ont que 2 Parce qu'ils ont un taux d'incidence qui est au-dessus. Oui, certes, mais il y a, je pense, là-dedans, alors pour le coup... Et à Paris, par contre, voilà, tout va bien. À Paris, il n'y a rien, il n'y a pas de confinement, c'est sans doute plus une décision politique, malheureusement, qu'une décision scientifique, parce que quand on écoute les médecins et les infirmiers, ils partagent l'opinion qu'on développait tout à l'heure, c'est de dire, mais le bon sens veut que quand on est dans un intérieur à plusieurs, on se confine plus facilement que quand on marche sur la promenade des Anglais ou sur le Vieux-Port à Marseille et qu'on est à l'air libre. Patrick Roger est avec nous comme tous les mercredis soirs. Bonsoir Patrick, merci d'être là, patron de la rédaction de Sud Radio bien sûr. Alors avec vous, on va revenir sur un phénomène qui nous concerne tous finalement. Ici, on a des exemples un peu moins médiatiques ces dernières semaines, mais ce sont ces violences qui explosent en banlieue. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Dans les quartiers sensibles, il semblerait que la montée de la violence soit une réalité. Oui, alors il y a 2 choses. C'est vrai qu'il y a la montée de ces gangs, de ces bandes rivales et des rixes de plus en plus fréquentes. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des faits. Il y a eu Champigny-sur-Marne. Alors c'est beaucoup en région parisienne, c'est vrai. Mais on signale quand même ici et là aussi quelques faits. Et puis il y a eu cette histoire dramatique hier de cet ado de 14 ans à Argenteuil, au nord de Paris, qui a été poussé dans la Seine par un garçon et une fille, 2 adolescents. Et là, il y a 2 phénomènes qui se mêlent. Il y a cette guerre entre des ados, entre des bandes rivales, et du harcèlement qui intervient également soit dans les établissements scolaires, soit à l'extérieur. Et ensuite une volonté d'en découdre et de règlement de compte. Dans l'affaire d'Argenteuil, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du harcèlement depuis plusieurs semaines, à tel point qu'il y avait eu une alerte qui avait été faite à l'établissement, qui est un lycée professionnel privé. On avait alerté, la direction avait suggéré à la maman
porter plainte. Elle l'avait fait, elle était en train d'entamer ses démarches. Il y avait un conseil de discipline qui était prévu hier, justement, le jour du drame, peut-être parce que les deux autres enfants étaient alertés. Et quoi qu'il en soit, bien, ils l'ont quand même poussé dans l'eau d'un pont, ils l'ont jeté dans la Seine, et on est arrivé à ce terrible drame. Ce qui veut dire que il y a eu beaucoup de réactions de politiques derrière, parce qu'il y a ce phénomène de harcèlement qui est quand même accentué par les réseaux sociaux depuis quelques années. Ça a toujours existé, le harcèlement scolaire. Peut-être que vous-même, vous avez été harcelé à l'école, mais ça n'atteignait pas aujourd'hui ce degré de violence, d'intensité, qui est accru par les réseaux sociaux, où on va stigmatiser ou montrer des vidéos qui vont être partagées, retweetées. Complètement, avec des photos très sensibles. Quand on est ado, on n'est pas très mature et on se livre parfois à certaines choses qui peuvent être répréhensibles et puis surtout qui peuvent être exploitées derrière. D'où la volonté quand même de lutter contre ce harcèlement. Ça a commencé. Il y a ici et là des médiateurs qui ont été nommés dans les établissements scolaires. Alors quand vous écoutez l'Éducation nationale, on vous dit qu'il y en a partout, dans tous les établissements. Après enquête, c'est pas vrai, ce n'est pas encore complètement au point, et il arrive d'ailleurs aussi parfois que bien souvent, on protège davantage le harceleur que le harcelé. Mais Patrick, quand même, on a l'impression, quand on suit l'actualité, qu'il y a de plus en plus de violences chez les adolescents dont on parle. Alors on peut chercher toutes les raisons du monde, mais sans être trop naïf, est-ce qu'on pourrait aussi dire que l'État, le contexte social, sanitaire du pays, avec cette épidémie qui n'en finit plus, exacerbe aussi un peu les esprits, même si on ne peut évidemment pas justifier ces comportements meurtriers? Non, mais il y a peut-être, c'est vrai, un peu de cela, parce que les gens sont confinés chez eux, ne peuvent plus vraiment sortir aussi de leur quartier, et donc on se livre, ils sont un petit peu plus désœuvrés, y compris les jeunes, et il y a un contexte économique qui est assez difficile, parce qu'il y a des familles qui aujourd'hui n'ont plus de travail. Il y a énormément de gens qui travaillaient par exemple dans les restaurants, dans le secteur du tourisme, qui n'ont plus de revenus. Il y a du chômage partiel, mais pas partout. Il ne faut pas se voiler la face. Parfois, ça fonctionne aussi avec du black, où on est payé en cash. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus ces revenus. Alors, on a les revenus qui viennent, pour certaines familles, c'est terrible, et il ne faut pas, encore une fois, stigmatiser, mais qui viennent du trafic de drogue. Et donc, il y a cette crise, c'est vrai, qui accentue. Cela dit, il y a un phénomène quand même beaucoup plus en profondeur, où aujourd'hui, les armes circulent chez les plus jeunes. Avant, c'était à partir de 15-16 ans, déjà c'est très jeune, mais aujourd'hui, on descend jusqu'à 12-13 ans. Et on a l'impression qu'il y a aussi un manque de moyens, de présence dans beaucoup de quartiers sensibles, difficiles, où il y a des familles qui n'arrivent pas non plus à faire face. Oui, mais on a eu aussi, Patrick, dans un quartier qui n'est pas du tout sensible, qui est un des arrondissements les plus chics de Paris, dans le 16e, on a eu cette rixe au couteau aussi hier. Oui, parce que ça gagne toutes les couches de la population. Quand vous entendez parler de certains règlements de compte avec des armes blanches comme des couteaux à certains endroits, eh bien ce phénomène, il y a un phénomène de contagion, c'est vrai, de répétition. Il y a un effet loupe sur certains événements qui conduisent peut-être aussi certains à passer à l'acte parallèlement. Et c'est vrai que ça s'est passé dans le 16e arrondissement hier, où il y a, dans le 16e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus chics, où il y a du trafic de drogue, également devant les établissements scolaires, où on sait que c'est plutôt là qu'il y a justement de l'argent, et on vient vendre de la drogue, du cannabis et bien d'autres. Pour revenir quand même en un mot sur ces violences des jeunes et des ados, telles qu'à Champigny-sur-Marne, telles qu'on l'a vu à Bagneux, telles qu'on l'a vu dans beaucoup d'autres quartiers, et dans l'Essonne, il y a de cela 2 semaines, il y a une grande quand même déshérence dans ces quartiers. Et il n'y a plus beaucoup de présence. On parle souvent de la présence policière, mais il n'y a pas que ça. Les médiateurs, alors on disait que les grands frères, c'était un peu parfois... c'était de la foutaise, pardonnez-moi pour le terme, parce que bien souvent ils étaient eux-mêmes complices. N'empêche qu'ils pouvaient intervenir, et que c'était sans doute une première barrière pour éviter la violence, pour repérer les jeunes en difficulté
éventuellement alerter les policiers qui étaient auparavant îlotiers, qui faisaient partie de la police de proximité, et puis la présence également municipale avant de passer aussi à la justice et puis à d'autres professionnels, des acteurs de la justice et de la médiation. Aujourd'hui, il faut tout remettre sur la table. Il y aura d'ailleurs un comité interministériel vendredi, parce que vous savez que les politiques ne réagissent bien souvent que dans l'urgence. Eh bien, après ce qui s'est passé, il y aura un comité interministériel vendredi, présidé par Jean Castex. Merci beaucoup, Patrick Roger, comme tous les mercredis soirs sur notre antenne. On vous retrouve demain matin aux commandes de la matinale de Sud Radio avec Cécile de Minibus. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Éric, on va avancer dans ce grand direct avant de rejoindre Martine Vassal. On va s'intéresser donc aux Bouches-du-Rhône. Retour à la gestion de la crise de la Covid-19 avec un point sur la vaccination. On a choisi ce soir de s'intéresser à la commune de La Ciotat où le rythme s'accélère tant bien que mal, pour reprendre votre expression, mon cher Éric. Yantel Criado. Je pique, hein ? Ouais, allez-y. Ça va ? Deuxième injection du vaccin pour Nicole. L'aiguille ne fait pas mal ? Non. Vous avez la main douce. C'est gentil. Mais pour en arriver là, ce fut un vrai parcours du combattant pour cette ciotadenne venue ce matin avec sa sœur. Chaque fois qu'on tapait, il n'y avait pas de rendez-vous. Après, une fois dans la nuit, à 3h du matin, j'ai tapé. Alors, il y avait un rendez-vous, mais le temps d'aller le prendre, il était parti. Enfin, c'était d'une complication. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Oula, ça a été compliqué. C'est mon épouse qui a téléphoné sans arrêt pour la voir. Matin et soir, pendant des jours et des jours, jusqu'au jour où, Eureka, ça marche. Beaucoup de patience et un peu de chance avant d'obtenir un rendez-vous. Au centre de vaccination de La Ciotat ce matin, ce couple est venu de Draguignan. Parce qu'il est très difficile de se faire vacciner partout en France. Et qu'il faut prendre des rendez-vous à 4h du matin sur Doctolib. Parce que s'il fallait aller à Dunkerque, je serais à Dunkerque. Ici, le centre a ouvert le 2 février. Le parcours est désormais bien rodé. Accueil, consultation avec un médecin, vaccination et 15 à 30 minutes de surveillance. Chaque jour, 130 personnes se succèdent pour se faire injecter le vaccin Moderna. Il y a eu des moments où nous faisions moins de doses avec certains flacons. C'est-à-dire qu'un flacon est prévu pour 10 doses. Et nous arrivons aujourd'hui à faire une douzaine de doses par flacon. Donc nous augmentons la capacité de vaccination. Plus de doses pour le même flacon et donc plus de vaccinés que prévu. Je pense que c'est les machines, en fait, quand elles remplissent, pour avoir 10 doses sûres, ils mettent 11. Et que comme les machines, c'est pas super précis, on a des fois 12 doses. Une journée, on a sorti 12 doses toutes les seringues. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles des personnes peuvent être appelées à la dernière minute pour venir se faire vacciner. Dans la demi-heure, il faut qu'ils viennent. La ville de La Ciotat compte plus de 6000 personnes de plus de 75 ans. Pour les accompagner dans leur recherche de rendez-vous et les rassurer au mieux, la ville a mis en place un service particulier. Une cellule que nous appelons un peu une cellule de crise avec 5 à 7 personnes qui reçoivent toutes les personnes au téléphone pour rassurer les personnes. Le CCAS propose également aux habitants de les accompagner jusqu'au centre de vaccination. Les personnes qui véritablement ont des difficultés pour se déplacer, nous avons proposé, mais avec l'accord, si vous voulez, du CCAS, d'aller les chercher pour les faire vacciner. Le rythme de vaccination devrait s'accélérer dans les semaines à venir. Les doses devraient doubler à partir du mois d'avril. Voilà pour ce point fait donc du côté de La Ciotat. Et pour aller un petit peu plus loin, notre invité à présent dans ce grand direct, Martine Vassal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille-Provence. Petit point global de situation sur l'épidémie dans votre département. Le taux d'incidence est à 300, tension hospitalière 97%. Comment vous jugez cette situation? Comment elle évolue ces derniers jours? Écoutez, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Donc, on espère que nous allons continuer à avoir un taux d'incidence qui va continuer à baisser, parce que ça, c'est important, c'est fondamental. Les urgences, les réanimations, bien sûr, sont encore assez pleines, mais on n'est pas dans l'augmentation, on est plutôt vers une décroissance. Et surtout, on est un département où l'on vaccine, puisqu'on est le 3e département de France où on a le plus vacciné pour l'instant. Donc, on est sur la bonne pente.
attente, en espérant sortir rapidement de ce cauchemar. Enfin, nous, au niveau du conseil départemental, on est prêt. Hein, on l'avait été précédemment avec les masques, avec les tests. Là, on est prêt pour mettre en place les vaccinodromes. Hein, notamment, on a mis un ce week-end à Coudoux. Et derrière, eh bien, écoutez, on n'attend plus que les vaccins. Donc j'espère que tout ça va vite rentrer dans l'ordre parce qu'on a vraiment envie de sortir de ce cauchemar. Alors oui, j'allais vous poser la question de la vaccination parce que c'est le gros sujet. Les doses AstraZeneca, les médecins qui n'arrivent pas à les commander. Vous dites que dans les Bouches-du-Rhône, on vaccine beaucoup, mais comme partout, vous souhaiteriez avoir plus de doses. Bien oui, parce que nous sommes un département qui a une forte incidence, hein, puisqu'on a été un département rouge, on a failli être reconfiné le week-end. Donc nous avons demandé à notre ARS, hein, qui est responsable, l'Agence régionale de santé, et notre préfet de plaider notre cause au niveau du gouvernement français pour pouvoir avoir plus de doses de vaccins et permettre à notre population de se vacciner, parce que c'est effectivement, selon les avis médicaux, le meilleur moyen pour s'en sortir. Alors hier, on montrait un reportage dans les Alpes-Maritimes consacré à ce restaurant qui est ouvert pour les ouvriers du BTP avec un protocole très strict. Et on se posait la question sur ce plateau, est-ce que ça ne pourrait pas servir d'exemple? Il y a quelques jours, avec Renaud Muselier, avec Didier Raoult de l'IHU, vous avez proposé un protocole pour la rouverture des restaurants qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à plein d'autres lieux, hein, comme les lieux culturels. Est-ce que vous avez été entendu? Qu'est-ce qu'on vous répond, Martine Vassal? Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on pourrait quand même réessayer. Alors oui, vous avez bien raison sur ce protocole. On a travaillé avec l'IHU. On a beaucoup de chance d'avoir l'IHU sur notre territoire. Et on a travaillé pour la réouverture des restaurants parce que nous partons du principe que lorsqu'il y a de la restauration collective, lorsque les cantines sont ouvertes dans les établissements scolaires, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas aussi avoir un protocole spécifique pour les restaurateurs. Donc nous avons fait ce protocole en collaboration avec la région et l'IHU, bien entendu. Et puis maintenant, nous l'avons transmis au préfet, qui l'a lui-même transmis au ministre de la Santé. Nous attendons avec impatience le retour, sachant que on arrive dans une région comme dans les Alpes-Maritimes où nous pouvons utiliser aussi les extérieurs. Et je pense que vraiment, notamment pour les restaurations du midi, c'est quand même plus efficace de manger sur une table avec une distanciation que d'être les uns sur les autres sur des bancs publics ou sur des bordures de fontaines. Donc oui, j'espère que nous allons être entendus et puis que ce protocole va pouvoir permettre également de réouvrir les musées. Parce que quand on va pouvoir faire ses courses, quand on va faire ses courses dans une grande surface, quelle est la différence entre faire ses courses dans une grande surface et être dans un musée? On est beaucoup plus tranquille dans un musée où on ne touche rien et on peut réguler les entrées plutôt que de se dire on ferme les musées. Et pareil pour les salles de spectacle, pareil pour les salles de cinéma. Donc je crois qu'il y a vraiment maintenant, le principe est de dire il faut vivre avec ce virus. Alors je pense qu'on est bientôt sortir de cette ornière et j'espère vraiment que ce protocole va pouvoir passer et qu'on va pouvoir retrouver une vie relativement normale. Dans les grandes lignes, et on passera à un autre sujet derrière, ce protocole est basé sur la distanciation sociale, c'est ça, avec l'expertise de l'IHU aussi pour surveiller tout ça? Alors oui, plusieurs effets, c'est-à-dire que d'abord ce protocole est placé, d'abord il y a des tests qui sont possibles à l'entrée des restaurants, des tests salivaires, parce que maintenant on a beaucoup évolué dans les tests. Au début c'était les PCR qui étaient au bout de, vous avez le résultat au bout de 48 heures, là maintenant on est passé à 20 minutes, et maintenant on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les tests salivaires, qui se mettent dans une petite machine et en 10 minutes, vous avez le résultat. Donc ça, c'est fantastique et ça permet d'attendre un petit peu peut-être devant les restaurants, mais au moins d'être sûr que quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on est négatif. Et puis après, dans le restaurant, c'est les distanciations traditionnelles avec les ports du masque. C'est également avec le fait que les salariés à l'intérieur des restaurants vont également être testés systématiquement tous les jours pour être bien sûr que, bien entendu, eux non plus ne sont pas positifs.
Autre sujet, Martine Vassal, le ton est un peu monté entre vous et la mairie de Marseille sur la question de l'accueil des mineurs isolés, des migrants. Alors tout ça a démarré, en tout cas pour l'aspect médiatique de la chose, le 2 mars dernier, lorsque des mineurs isolés se sont rassemblés devant la mairie de Marseille pour que le maire de Marseille plaide leur cause pour qu'on puisse les accueillir. Et du coup, aujourd'hui, le tribunal administratif s'en est aussi mêlé. Quand je dis aujourd'hui, c'est là dans les derniers jours. Et vous devez en accueillir une certaine partie. Alors, quel est le chiffre exact? Parce qu'il y avait 36 mineurs, les associations disent que vous devez il y avait 36 jeunes, les associations disent que vous devez accueillir 23 d'entre eux qui ont été reconnus comme mineurs. Or, vous, au département, vous dites que pour l'instant, il n'y en a que 13 qui rentrent dans les critères. Alors, où est la vérité? Alors, c'est simple et compliqué à la fois. En vérité, nous faisons notre travail d'accueil de mineurs isolés étrangers. C'est le département, le conseil départemental, les conseils départementaux qui doivent accueillir tous les mineurs qui sont sur leur territoire. Et lorsque un mineur arrive sans parents, il est qualifié de mineur non accompagné. Et à ce moment-là, le conseil départemental doit faire en sorte de l'accueillir et doit faire en sorte de l'évaluer pour être sûr que ce soit bien un mineur, et ensuite de lui permettre d'avoir une éducation tout à fait normale et de le mener jusqu'aux 18 ans. Donc nous faisons cela depuis l'origine. Moi, quand je suis arrivée en 2015, il y avait 50 mineurs isolés étrangers par an que nous accueillons normalement. Aujourd'hui, on est à plus de 1000, pratiquement 1100 mineurs isolés étrangers que nous accueillons toutes les années. Donc c'est un chiffre qui est assez colossal. Alors comment ça fonctionne? Quand un jeune migrant arrive sur le territoire, là aujourd'hui il va dans nos services et il va être évalué pour savoir si c'est ou pas un mineur réellement. Parce que on est sur des montants qui sont assez importants. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons évalué 4300 mineurs. Sur ces 4300 mineurs, il y en avait 45% qui étaient majeurs. Et c'est là où il y a le problème. Alors autant la décision de justice est une décision tout à fait logique, il y avait, on va reprendre les chiffres exacts, il y avait au départ 44 mineurs, jeunes migrants, on va dire plutôt, jeunes migrants qui se sont installés devant l'hôtel de ville la semaine dernière. Là-dessus, sur ces jeunes migrants, il y en avait 7 qui avaient un certificat du juge disant qu'on devait les placer. S'ils étaient venus chez nous, on les aurait pris, on les aurait placés. C'est ce que nous avons fait, puisque j'ai tout de suite envoyé nos services pour aller voir justement quels étaient ces mineurs. On a pris ces 7 mineurs et on les a mis à l'abri, comme nous le faisons régulièrement. Puis ensuite, restaient effectivement ces 36 jeunes migrants. Et ces 36 jeunes migrants, les associations ont voulu qu'on les accueille tous, sans distinction et sans faire d'évaluation préalable. La difficulté, c'est que lorsque nous sommes allés devant le tribunal, parce que nous n'étions pas d'accord pour tous les accueillir, parce que nous devons accueillir que les mineurs et non pas les jeunes migrants, il n'y en avait en fait que 23 qui étaient mineurs. Et nous allons faire rentrer, nous allons appliquer la décision de justice, nous allons faire rentrer ces 23 dans le processus d'évaluation pour ensuite pouvoir leur permettre de s'intégrer dans notre société. Donc il en reste effectivement 13 qui sont des majeurs. Donc, ils ne sont pas sous notre responsabilité. Et si vous voulez, toute la problématique, elle est là. Elle vient des associations et de certains élus qui poussent ces jeunes migrants, lorsqu'ils arrivent sur le territoire, en leur disant écoutez, dites que vous êtes mineur, comme ça on va vous prendre en charge. Mais non, ça, c'est pas possible. La bonne preuve, c'est le nombre de jeunes que nous avons accueillis l'année dernière. Je vous rappelle le chiffre, 4300, 45% étaient majeurs. Ça a coûté 2,4 millions à la collectivité pour les évaluer, avant même de pouvoir les traiter. Donc c'est là où je suis très en colère sur ces associations, certains élus, notamment soutenus par la mairie de Marseille, qui en vérité créent de l'espoir pour ces jeunes, en leur disant « venez chez nous, on va vous accueillir ». Vous allez voir, tout va bien se passer. Eh bien non, c'est pas ça. C'est de la désillusion, c'est du mensonge. Et c'est ça qui n'est pas honnête de la part des associations. Et c'est là où il faut être très attentif. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'ouvrir les bras de cette façon, moi je peux comprendre que la mairie de Marseille, monsieur Benoît Payan, durant la campagne de madame Robirola, a dit qu'il voulait faire de Marseille le plus beau port d'accueil des migrants. Dont acte, c'est sa volonté. Mais derrière, il faut qu'ils en assument la compétence aussi.
Donc aujourd'hui, créer de l'espoir, faire des mensonges, fait que qu'est-ce qui se passe? Les jeunes migrants, eh bien, ils sont captés par des filières qui sont des filières illégales. Souvent, ils se retrouvent eh bien, dans des réseaux de proxénétisme, ils sont agressés, ils sont laissés sur le domaine public comme ça, sans personne. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, ces associations qui font de la politique politicienne, parce qu'eux veulent faire un deuxième Lampedusa ici à Marseille, eh bien, nous, on n'est pas d'accord. Et puis, il faut savoir aussi que ces responsabilités, moi, je les assume depuis 2015. Aujourd'hui, l'année dernière, ça a coûté 50 millions d'euros à la collectivité. C'est-à-dire qu'un mineur non accompagné coûte 4 000 euros par mois. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avec la pandémie, avec les difficultés économiques de certains de nos concitoyens, pensez pas qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de nos concitoyens? Quand j'entends qu'il y a des retraités qui gagnent 900 euros par mois, qui n'arrivent pas, même pas, une fois qu'elles ont payé leur loyer, à pouvoir avoir de quoi manger, moi je pense qu'aujourd'hui, ou alors une infirmière qui gagne 1 800 euros et qui sauve des vies, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que ce dispositif, il est au bord de l'implosion. Et que c'est de l'irresponsabilité de la part de ces associations, de la part de certains élus, d'attiser ces mensonges, de dire à ces jeunes, venez sur notre territoire, eh bien ici on vous accueillera les bras ouverts. Je crois que d'abord il faut qu'on fasse aussi, on réalise nos compétences et qu'à côté, on n'exagère pas sur le reste. La Provence, Marseille, le territoire, c'est une terre d'accueil, c'est pas une terre d'abus. Moi je prends mon propre exemple, je suis petite fille d'Arméniens. Donc mes grands-parents sont arrivés ici, oui. Ils ont fui le génocide. Donc je sais ce que c'est. Donc moi les leçons qu'on essaye de me donner d'humanisme, me faire passer pour une grande méchante qui abandonne les enfants sur le bord de la route, ben, je ne peux pas les accepter, je ne les accepte pas. Alors nous faisons notre travail, nous faisons le maximum pour aider ces jeunes-là, mais derrière, il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes migrants qui arrivent, qui ont 18 ans et plus, et eux, ils n'ont pas de solution, aucune solution qui leur est proposée. Et donc, c'est là où les associations ont une très, très, très grosse responsabilité. Merci beaucoup, Martine Vassal, d'avoir accepté notre invitation ce soir, présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, Martine Vassal qui revient donc sur les échanges un peu tendus avec la mairie de Marseille. Benoît Payan, d'ailleurs, Eric, qui rencontrait aujourd'hui... Oui, qui a déjeuné avec Emmanuel Macron à Paris autour d'une blanquette de veau, nous dit-on. Ils se sont parlé apparemment directement. On dit même que le déjeuner a été fructueux. Le maire de Marseille, évidemment, a mis sur la table des finances exsangues, le besoin de réhabiliter les écoles, notamment les logements. Bon, tout ça a été mis sur la table. Maintenant, est-ce que le président de la République va trouver 1 milliard d'euros, puisque le chiffre a été cité par le maire de Marseille? Bon, c'est plus compliqué. En tout cas, le maire de Marseille dit que le président de la République a écouté avec beaucoup d'attention les problèmes de Marseille. Alors, avant de nous intéresser à votre édito, Eric, et au nombre de sans-abri à Nice, les suites du dossier autour de l'établissement Les Oiseaux à Sanary. Vous vous souvenez, cet établissement qui gère les problèmes d'obésité chez les enfants, il doit fermer parce que LNA affirme qu'il n'est plus adapté, sauf que les salariés ne sont pas d'accord. Une rencontre était prévue justement aujourd'hui entre salariés et direction. Thomas Bernabé. Le centre Les Oiseaux à Sanary, toujours dans la tourmente. Un sitting a même été organisé ce matin par les salariés pour démontrer leur mécontentement. Alors qu'un projet de fermeture de l'établissement a été annoncé en février dernier au personnel, une réunion d'information avait lieu aujourd'hui pour expliquer en détail les motivations entraînant cette fermeture. Des motivations qui restent toujours aussi floues pour les salariés. LNA Santé avance comme argument pour la fermeture des soucis financiers et un manque de rentabilité. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est la rentabilité dans la santé de nos jeunes. Est-ce que ça a du sens ? Par ailleurs, le rendez-vous avec l'ARS de la semaine dernière nous a confirmé qu'il suffit d'augmenter le prix de journée et de diminuer le nombre de lits pour être à l'équilibre et donc pouvoir faire vivre cet établissement. Oui, c'est un peu un front prétexte, le prétexte du déficit financier, on peut l'entendre éventuellement, mais ils n'ont pas fait grand-chose, pas mis grand-chose en place durant ces dernières années pour minimiser ce déficit. En effet, difficile pour les salariés d'entendre les raisons évoquées par LNA Santé. Pourtant, le groupe pointe toujours du doigt le modèle de prise en charge des enfants soignés qui ne serait plus en adéquation, selon eux, avec les orientations des autorités de santé qui souhaitent plus de prise en charge en ambulatoire. Ce virage, il faut savoir que l'établissement l'avait pris il y a déjà de nombreuses années. Il avait commencé ce virage dans les années 2010.
Simplement, aujourd'hui, il s'avère qu'il ne sera pas suffisant. Donc en fait, l'établissement n'est pas en mesure de pouvoir trouver en fait un modèle économique viable avec cette orientation ambulatoire. Pourtant, le groupe LNA Santé a bel et bien récupéré la gestion des oiseaux en 2011 en connaissance de cause de ces nouveaux modes de soins ambulatoires. Si le groupe persiste en nous informant que toutes les tentatives de transformation ont été infructueuses au fil des 10 années, la deuxième raison évoquée par le groupe pour la fermeture de cet établissement est plus difficile à avaler. En effet, l'établissement ne serait plus rentable. Le groupe familial se vante pourtant des excellents résultats pour son année 2020 sur différents journaux. L'augmentation du chiffre d'affaires ne veut pas dire que le résultat est en augmentation. Je n'ai pas les éléments. Je sais que le résultat opérationnel qui est à confirmer pour 2020, puisque les comptes n'ont pas encore été certifiés. Donc les résultats sont bien inférieurs en 2020 qu'ils n'ont été en 2019 à structure constante. Si le groupe LNA Santé reste toujours aussi flou dans ses réponses, les salariés quant à eux ne baissent pas les bras. Ils ont même l'intention d'aller manifester devant le ministère de la Santé en avril prochain. Voilà, les suites donc de ce dossier passionnant et qui en tout cas inquiète beaucoup les salariés. Votre édito, Eric, on va parler aussi d'économie. Oui. Voilà. On va parler de carton, Nicolas, ce soir, de carton. On a découvert, à cause ou grâce à la crise sanitaire, qu'on ne produisait plus de médicaments et qu'en plus, on n'était pas capable de produire des vaccins en France. Je vous parlais des semi-conducteurs il y a quelques jours. Mais j'aimerais vous parler du carton, qui aujourd'hui est une filière incroyablement d'avenir. Pourquoi ? Parce que la crise sanitaire a fait exploser le commerce en ligne, on le sait, et l'explosion du commerce en ligne a fait exploser les livraisons de marchandises à domicile. Et on vous les livre dans quoi, les marchandises, Nicolas ? On vous les livre dans des cartons. Or, au moment où cette filière est en train d'exploser, l'Europe estime le besoin supplémentaire de carton dans le vieux continent à 7 millions de tonnes d'ici 2 ans. On découvre, que la France n'est plus capable, ou quasiment plus capable, de produire des cartons. Il y a une entreprise un peu mythique qui s'appelle la Chapelle d'Arblay, qui est à côté de Rouen, qui faisait du papier. Bon, le papier est en pleine déconfiture parce que les journaux ne se vendent plus, qui pourrait très bien être recyclé, si j'ose dire, en fabrique de carton. On n'est pas sûr du tout que cette entreprise s'en sortira et sera encore en vie à la fin du mois de juin 2021. Tout ça pour vous dire que malheureusement, on le sentait, on découvre au fur et à mesure que notre pays s'est désindustrialisé. Et voilà une filière ultra porteuse en termes d'emploi qui ne semble pas intéresser les investisseurs. Produire du carton, de grâce, on reçoit des marchandises d'Asie. Soyons au moins en capacité rapidement de leur vendre des cartons. Autre dossier important à la une de l'actualité dans les Alpes-Maritimes. On revient à Nice, recensement qui est édifiant, recensement orchestré par le Secours populaire et l'association Solidarité 06. Alors, beaucoup d'acteurs qui ont participé à cela, mais le chiffre, le voici, et il fait froid dans le dos. 1324 sans-abri recensés à Nice. Donc voilà, on va en discuter avec notre invitée, Tania Jakic. Bonsoir, vous êtes présidente de l'association Solidarité 06. Le chiffre d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé ? C'est-à-dire qu'il y a un recensement qui a été fait dans toutes les rues de Nice. Oui, bonsoir. En fait, on s'est regroupé, c'était à l'initiative de Solidarité 06 et de Secours populaire, mais on était 16 associations qui ont fait cette action. Donc, on s'est regroupés tous sur le place Masséna et on est parti dans les quartiers différents de Nice. Donc, en même temps, on a fait un recensement avec à peu près 130 bénévoles. Donc, on a eu les chiffres. Donc, les chiffres sont effrayants, je peux vous dire. Donc, plus de 1300 personnes qui sont dans la précarité énorme. Heureusement, il y avait plus de 1000 qui sont logés par 115 dans les hôtels et dans les accueils d'urgence. Donc ouais, la grande majorité est logée, c'est ça, et il y en a à peu près 200 par contre qui sont véritablement à la rue. Véritablement à la rue, donc c'est un chiffre énorme. Donc
Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on s'est rendu compte, en fait, que dans le questionnaire qu'on a fait, il y avait des questions, par exemple, depuis combien de temps vous êtes dans la rue? Et plus de 50% des gens sont dernier un an. Donc ça veut dire depuis la crise sanitaire, elle a commencé. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Vous avez constaté donc que la crise de la Covid-19 a amené les gens à perdre leur logement concrètement. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte qu'il y avait 50% de ces gens-là, de 200, plus de 200, donc qui sont à la rue il y a derniers 3 mois, ou derniers 6 mois, ou dernier un an. Donc ça veut dire que c'est directement lié avec la crise sanitaire aussi. Qu'est-ce que vous préconisez de la part des pouvoirs publics? Est-ce que, par exemple, il faudrait un grand plan de l'État, des collectivités? Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. À Nice, il y a des centres, des structures, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin, du coup? Oui, tout à fait. En fait, il faut qu'on se mobilise tous. Parce que je ne sais pas si les structures, bien sûr, les professionnels, ils se rendent compte de situation qui est alarmante, en fait. Donc, aussi, on voulait intégrer aussi les citoyens, s'ils peuvent aider en faisant le bénévolat dans les associations, parce que c'est un énorme travail qu'il faut faire. Et aussi, le trêve hivernal, il n'est pas terminé encore. Donc, on attend au mois de juin de voir les nouveaux qui vont sortir dans la rue et tout ça. Donc on ne sait pas en fait encore ce qui nous attend dans quelques prochains mois qui arrivent. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Oui. Je vous remercie pour votre témoignage ce soir. Tania Jakic, présidente de l'association Solidarité 06, et ce chiffre, donc 1324 sans-abri à Nice, avec... On l'a compris, une fois la trêve hivernale terminée, l'inquiétude d'en voir de nouveau arriver. Merci beaucoup. Juste une réaction là-dessus, Eric. Bon, on ne découvre pas le phénomène ni l'impact de la crise. Voilà, c'est ça. On a souvent dit que la crise sanitaire déboucherait sur une crise sociale. Les plus fragiles, évidemment, sont les plus touchés rapidement. Mais j'avoue que je découvre avec effroi ce chiffre. Je ne pensais pas que c'était à cette dimension-là. Pour terminer, on va s'intéresser à l'avenir de la Fondation Vasarely, qui est un lieu internationalement connu, consacré évidemment à l'artiste à Aix-en-Provence. Eh bien, le site, lui aussi, est mis à rude épreuve par la crise sanitaire et son directeur craint même qu'il ne puisse rouvrir ses portes. Manon Mujica. Elle fait partie du paysage aixois, mais pour combien de temps encore ? Privée de ses visiteurs, la Fondation Vasarely traverse une situation très tendue. Assurance des œuvres, chauffage, entretien des installations, la perte d'exploitation s'élève à 100 000 € par mois. Son président, d'un naturel pourtant optimiste, avoue passer des nuits blanches et cherche des solutions tout azimut. Nous avons effectivement, donc, en décembre dernier, mis en vente une œuvre que nous pouvions vendre, encore une fois qui était aliénable. C'est venu renforcer en quelque sorte la trésorerie du moment, mais ça reste encore une fois insuffisant par rapport à tout ce que nous devons effectivement supporter comme charge. Jusqu'à la crise du coronavirus, tout allait bien. Les entrées ont doublé entre 2018 et 2019, atteignant la barre des 100 000 visiteurs. La restauration d'œuvres était engagée. Il y a quelques mois, la fondation privée a même obtenu l'appellation Musée de France après plusieurs années de bataille. Aujourd'hui, elle se retrouve dans l'impasse. Où on peut faire face effectivement à cette situation grâce à des aides exceptionnelles, encore une fois, de l'État, des collectivités, mais aussi grâce à du mécénat, ou alors on ne peut pas. Et là, si on ne peut pas, c'est la grande interrogation. Une procédure d'alerte a été déclenchée par le commissaire aux comptes en février dernier. Informé, le député Mohamed Lakila a saisi Roselyne Bachelot. Il enjoint l'État à sauver cette institution culturelle située dans un quartier prioritaire d'Aix-en-Provence. Il a été pris la décision par Bruno Le Maire, qu'il avait annoncé, de prendre en charge les frais fixes des entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Or, dans une fondation comme celle-là, on n'est pas à ces chiffres-là. Mais il avait aussi rajouté, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'on prendra aussi des cas particuliers. Et là, on est dans un cas particulier. Et moi, j'attends très vite un geste fort de l'État parce qu'il en va de ce territoire. Dans l'attente d'une réponse, tous les regards sont braqués vers Paris.
Voilà, c'est un cas qui, à mon avis, n'est pas unique. Oui, c'est un cas pas unique. Alors j'ai du mal à croire comme que le musée Vasarely va disparaître. Victor Vasarely, c'était un Hongrois qui était le maître de l'art optique, qu'il a quasiment créé, et qui était surtout l'un des artistes préférés de Georges Pompidou. Et si vous êtes un peu jeune, Nicolas, mais il y avait souvent des dos de panneaux de bus qui étaient constellés de lithographies, de reproductions d'œuvres de Vasarely il y a quelques années. Donc un artiste extrêmement en cours. Voilà pourquoi, moi je suis encore une fois optimiste, mais j'ai du mal à croire qu'un tel musée avec de telles œuvres à l'intérieur disparaisse. Victor Vasarely est mort il y a une vingtaine d'années maintenant. Voilà, et intimement lié évidemment à la commune d'Aix-en-Provence et à son pays, le pays d'Aix, bien sûr. Merci, merci Eric. Nicolas. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve bien sûr demain. Je fais un petit point score là parce que j'ai le live score en direct, l'Olympique de Marseille avec la première de Jorge Sampaoli, actuellement, après 28 minutes de jeu, fait 0-0 donc contre Rennes c'est pas si mal. en match en retard. Ils perdent pas. Voilà, donc le contenu du match, après, je ne peux pas m'avancer, mais pour l'instant, égalité. Voilà, merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. Bonne soirée à tous, à demain.